អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Nous allons maintenant laisser la parole à la défense de Nguyen Chia pour la suite de son interrogatoire. Maître Parr, merci, Monsieur le Président. Avant la pause, nous avons cru comprendre que la Chambre de première instance ne souhaitait pas aller étudier le détail de ces séances de lavage de cerveau. Nous nous conformerons à cette ordonnance. Toutefois, j'aimerais qu'il soit acté que la position de la défense est la suivante. Même si le témoin n'a pas été... on n'a pas lavé le cerveau du témoin en soi, c'est important pour connaître les sources de connaissances. Et donc, ces séances de formation politique ou de lavage de cerveau ont été effectuées par l'ennemi juré des Khmers rouges, à savoir le Vietnam. Une fois de plus, je le dis pour que ce soit acté, le président. Maître, la Chambre s'est prononcée, vous avez dit être d'accord. Et nous supposons que vous allez maintenant poser des questions qui portent sur, qui sont pertinentes pour l'affaire, en l'espèce, et pas pour vous attarder sur cette question. Maître Parr, non, j'aimerais dire que nous n'approuvons pas du tout, nous l'acceptons. Le président. Oui, vous avez accepté le président. Vous avez accepté la décision. Donc allez-y. Vous allez manquer de temps, maître. Maître Parr, je vais aller plus vite. Ma question est la suivante. Je ne vous demanderai pas d'expliquer le déroulement de ces séances de lavage de cerveau, mais le témoin peut-il au moins me confirmer qu'il a écrit dans son ouvrage que ce lavage de cerveau a duré 6 mois. Mais à la page 0036914 en khmer, en anglais, et en khmer 0067894, le témoin a écrit: après être rentré du 10e cours d'une formation politique qui a duré 10 mois, qui était qu'un simple cours de lavage de cerveau. Et donc j'aimerais qu'il me confirme qu'il a passé 6 mois au Vietnam pour cette formation. Mr. President, I'm not sure if I'm asking for your Maître Parr, je demande la permission à la Chambre. Puis-je poser cette question au témoin? Peut-il nous confirmer la durée de cette formation? En 1986, je ne veux pas contrevenir à l'ordonnance que vous avez déjà rendue. Le président? Non. Vous ne pouvez pas poser la question, le témoin l'a déjà confirmé. Il a dit que cela avait duré 6 mois. Je vous demande donc de porter votre attention à la transcription. Maître Parr, merci. Une fois de plus, je n'irai pas dans les détails de ces séances de lavage de cerveau qu'a subi le témoin, mais je peux lui demander s'il connaît le contenu de la séance de lavage de cerveau auquel les 3 fonctionnaires cambodgiens ont participé, un événement auquel il fait référence dans son ouvrage. Ou est-ce que cela n'intéresse pas la Chambre non plus? Si le témoin ne le sait pas, bien sûr, il peut dire qu'il ne connaît pas. Mais s'il connaît le programme de cette formation, serait intéressant pour la défense compte tenu du rôle que le Vietnam a joué là-dedans. Le président, la Chambre s'est déjà prononcée là-dessus.
ce sujet sort du cadre du procès. Que vous soyez d'accord ou non, c'est libre à vous. Mais la décision a été prise. Veuillez passer à un autre sujet. Si vous jugez encore avoir des questions à poser aux témoins. Et veuillez vous assurer de ne pas empiéter sur le temps de parole des autres équipes de défense. Maître Parr, merci, Monsieur le Président. Je vais passer à autre chose. Et je laisserai de côté les séances de lavage de cerveau. C'est bien triste, mais je vais passer à autre chose. Monsieur le témoin, vous avez dit dans votre livre, vous avez écrit que lorsque les Vietnamiens ont libéré Battambang, ils ont donné du riz aux Cambodgiens, mais que la part du lion est revenue aux soldats vietnamiens. Et vous avez aussi écrit, et je donnerai la référence dans un instant, que ces 3 fonctionnaires dont le cerveau a été lavé, qu'ils ont annoncé lors d'une réunion après la chute des Khmers rouges, et je cite, ils ont annoncé « Notre gouvernement ne permet pas à la Croix-Rouge internationale ou autres organismes internationaux à fournir de l'assistance au peuple cambodgien par la frontière avec la Thaïlande. » On peut retrouver ces références à RN en anglais 00 369 791 en khmer 00 67 89 04. La seconde référence était à la page en anglais 00 36 369 8 et celle en khmer terminant par 27. Vous étiez là, vous étiez témoin, vous étiez un médecin. Selon vous, la décision d'empêcher l'aide internationale de passer par la frontière thaïlandaise à cette époque a-t-elle coûté la vie à des Cambodgiens? Réponse. Je suis au courant de cela. Les responsables provinciaux ont dit que si les organismes internationaux voulaient aider le Cambodge, ils devaient passer par Phnom Penh et pas par la frontière avec la Thaïlande. C'est ce qu'ils ont dit. Maître Parr. Et quel a été le résultat de cette position qu'ils ont adoptée? Savez-vous si des fournitures quelconques ou de l'aide quelconque a pu passer par la frontière avec la Thaïlande après la chute du régime Khmer Rouge? Le président. Monsieur le témoin, ne répondez pas à cette question. Nous nous écartons du sujet qui nous occupe. La question n'est pas pertinente. Maître Parr, Monsieur le Président, je vais, pour les fins de la mémoire, 2 phrases qui indiquent pourquoi cela est pertinent. En effet, si une partie des morts attribués aux Khmer rouges sont en fait le résultat du fait que les Vietnamiens ont empêché l'aide internationale d'entrer après 1979, les Khmer rouges, le blâme tombera moins sur les Khmer rouges. Il s'agit d'un fait à nature à décharge. Le président. La Chambre vous laisse la parole pour poser des questions pertinentes sur les faits. Dont se souvient le témoin et qui relève de la compétence du tribunal. Vous perdez votre temps, maître, en posant vos questions.
non pertinentes. Mr. President, they're not. Maître, elles sont tout à fait pertinentes, mes questions. Mais je vais passer à autre chose. Monsieur le témoin, vous avez écrit dans votre ouvrage, en anglais, la référence est 00369-793, et en khmer 00 67 89 07. La deuxième référence sera 00369 801 en anglais, et en khmer 00 6 78 9 1 7. À ces pages de votre livre, vous écrivez qu'après l'invasion vietnamienne du Cambodge, toute la ville de Battambang a été fermée, que les gens ordinaires n'avaient plus le droit de vivre dans la ville. Savez-vous, et je vous demande vos connaissances personnelles, savez-vous si les Vietnamiens ont expliqué pourquoi la ville de Battambang a été fermée et que les gens ordinaires n'avaient pas le droit d'y vivre? Le président, le témoin n'a pas à répondre à cette question. Une fois de plus, cette question n'est pas pertinente. Nous constatons que Maître Parr n'a plus de questions de fond à poser aux témoins. Le cas échéant, vous devriez laisser la parole aux autres équipes de défense. Maître Parr. Monsieur le Président, j'aimerais faire une demande. Et je demande, avec respect, de me laisser expliquer pourquoi mes questions sont pertinentes. Si ce n'est pas évident, prima facie pour vous, je peux au moins vous expliquer. Le Président. Nul besoin d'expliquer, Maître. Nous avons déjà tranché. Ce n'est pas pertinent du tout. Maître Parr. Je pense que les raisons qui expliqueraient le fait de fermer une ville sont tout à fait pertinentes, surtout dans le cas du dossier 02/01. Nous devons étudier cela, mais nous le réserverons pour l'appel. Le Président. Maître, veuillez passer une autre série de questions si vous avez d'autres choses à dire. Sinon, nous allons laisser la parole à d'autres équipes de défense. Maître Parr, merci. Toujours dans le rapport d'Eva Tabo dont nous avons parlé plus tôt, j'ai déjà fourni la cote. On y retrouve une liste de 12 études sur lesquelles Eva Tabo s'est fondée pour sa propre étude. 3 de ces études sont pour la période 83-84 et 7 d'entre elles de 95 et après. C'est pourquoi je voudrais, monsieur le témoin, vous lire le prochain extrait de votre livre, ERN, en anglais 00369 813 et en khmer 00 678 932. Et donc que le plan K5 a commencé en 82 et a pris fin en 89, un an avant que le Vietnam ait été forcé à se retirer du Cambodge en 1989. Puis un peu plus loin, vous écrivez « Seuls les agriculteurs et les personnes rurales ne pouvaient pas s'échapper du plan K5 » et le président. Une fois de plus, il s'agit là d'une question qui n'est pas pertinente. Veuillez, maître, vous efforcer de poser des questions pertinentes pour les faits
dans ce segment du procès. Maître Parr, j'essaie, Monsieur le Président. Je vous le promets. J'aimerais souligner pour la gouverne de la Chambre de première instance que ces études, le Président, pour une procédure efficace, pour que la procédure soit efficace, notre décision est que vos questions n'est pas pertinentes. Maître Parr, je vais passer à autre chose, mais laissez-moi expliquer. Ces rapports sont après 1989 et donc ont pu comptabiliser les morts dues au plan K5. Le Président. Tout événement ayant survenu après la deuxième phase des transferts faussés sort du cadre du procès. Vous devez poser des questions sur des faits entre la période de 75 à 76 ou plus tard. Ou 77 plutôt. Maître Parr, oui, mais cela touche directement, sa question porte directement sur un rapport d'experts dont le bureau des coprocureurs s'est inspiré. C'est témoin a quelque chose à dire à propos. Nous testons ici les éléments de preuve. Ce témoin peut servir à mettre à l'épreuve les éléments de preuve sur lesquels souhaite se fonder en termes d'éléments de preuve à charge le bureau des coprocureurs. Et je demande aux témoins de bien vouloir confirmer que le plan K5 a eu lieu jusqu'en 1989. C'est tout simple. Et après, nous pourrons passer à autre chose. Le Président. Vous avez écoulé votre temps de parole, maître. La parole vous a été donnée pour poser des questions aux témoins. Nous n'allons pas ici pour mettre le témoin à l'épreuve. Vous devez poser des questions qui portent sur l'expérience qu'a vécue le témoin et qui portent sur les faits. Maître Parr, oui, c'est justement ma question. Je demande au témoin de confirmer ce qu'il a écrit à propos du plan K5 et que cela a pris fin en 1989. Le Président, veuillez vous rasseoir. Vous n'avez plus la parole. Nous sommes d'avis que vous n'avez plus de questions à poser. Vous n'avez plus de temps, maître. Vous n'avez plus de temps. Le Président poursuit. Nous souhaitons à présent donner la parole à la défense de Khieu Samphan pour son interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à Mesdames et Messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des partis et bonjour à Monsieur Eun Chun Lee. Je m'appelle Anta Guissé et je suis avocat international de Monsieur Khieu Samphan et je vais commencer au nom de l'équipe à vous poser quelques questions. Ces questions seront brèves et mon confrère Kong Samon, l'avocat national de Monsieur Khieu Samphan, prendra la suite. Vous avez évoqué avec Monsieur le coprocureur national, tout d'abord et ensuite aujourd'hui avec Monsieur le coprocureur international, le moment où vous avez connu Monsieur Khieu Samphan.
je n'ai pas bien compris de votre réponse, et c'est l'objet de ma question, si vous le connaissiez personnellement ou si vous aviez juste entendu parler de lui avant 75. Est-ce que vous pouvez préciser? Réponse. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit. J'ai connu Khieu Samphan en tant qu'intellectuel et directeur de l'Observateur, et aussi comme une personne aux mains propres et bien connue. Je vous remercie, Monsieur Onchunli, et ma question, plus précisément, est de savoir si vous l'avez connu de nom ou si vous l'avez connu personnellement. Réponse, j'ai entendu parler de lui. Je connais sa réputation, mais je n'ai jamais eu de contact personnel avec lui. Je vous remercie de cette précision. Vous avez donc évoqué le journal L'Observateur que M. Khieu Samphan dirigeait. Je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion de lire des exemplaires de ce journal à Battambang. Oui, lorsqu'il écrivait dans l'Observateur, moi j'étais à Phnom Penh, pas à Battambang. J'ai souvent lu son journal. Mais la publication n'était pas régulière. Plutôt, je ne le lisais pas régulièrement, mais je le lisais fréquemment. Et quels étaient les sujets abordés dans le journal L'Observateur? Réponse, je ne me souviens pas vraiment des détails des sujets abordés, mais il écrivait sur la politique, les conditions de vie des pauvres, des gens ordinaires, y compris les barbiers. Certaines parties des articles étaient de nature plus politique, mais d'autres étaient très simples. Et ma dernière question sur ce point est dans quel cadre avez-vous eu accès à ces journaux? C'était des journaux qui étaient en vente libre ou qui circulaient de façon secrète? Réponse. Non, l'Observateur était vendu et avait, avec l'assentiment de l'État, était vendu en public. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre point. Vous avez évoqué avec mon confrère de l'équipe de Nyonchea la question de l'encart supérieur. Vous en avez également parlé hier en expliquant que vous ne saviez pas exactement ce que cela signifiait. Ma première question est de savoir, dans les hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé durant la période du Kampuchea démocratique, de qui preniez-vous vos instructions? Mes instructions, je les prenais aux hôpitaux de P1 et P2.
Je les prenais auprès du secrétaire adjoint du secteur 3. Ces instructions émanaient donc du secrétaire adjoint du secteur 3. Elles étaient communiquées au niveau inférieur par le biais des 2 chefs de chacun des hôpitaux. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du secrétaire adjoint du secteur 3? Le secrétaire adjoint du secteur 3 supervisait les hôpitaux P1 et P2. C'était le camarade Huen. C'était le beau-frère du secrétaire de zone appelé Mulsambat alias Takeu ou Ruos Nim. Et en parlant du secrétaire de zone, est-ce que vous avez eu, pendant la période du Kampuchea démocratique, des rapports directs avec lui, à un moment ou à un autre? Non. Il n'était pas secrétaire de zone, il était le président du comité de zone. Il y avait le président et le vice-président de zone et de secteur. On ne parlait pas de secrétaire de zone. J'aimerais que vous répétiez la question. Je n'ai pas bien si la dernière partie. Ma question était de savoir, et donc j'en profite pour corriger le terme, si vous avez eu des rapports directs avec le président du comité de zone dont nous venons de parler, pendant la période du Kampuchea démocratique. Non, je n'ai jamais rencontré en personne le président de la zone. J'ai rencontré uniquement le président adjoint des secteurs 3 et 4, Chun, qui était un cadre Khmer Rouge. Je vous remercie. Lors de votre déposition, vous avez également indiqué que vous avez reçu à un moment un courrier de Mitsu avec le tampon du comité de la région 4. Est-ce qu'il est exact de dire que c'est le seul courrier que vous avez reçu de la région pendant le Kampuchea démocratique au sujet de vos fonctions professionnelles? En réalité, j'ai reçu une lettre portant un tampon et signée de Tapain, camarade Soun, président du secteur 4. Il m'a désigné pour travailler à l'hôpital de Preknong. J'ai aussi reçu une lettre du président du secteur 3 me nommant pour aller travailler dans un hôpital militaire. P2. Donc, si je comprends bien, vous avez reçu en tout et pour tout 2 courriers, un du secteur 3 et un du secteur 4. C'est bien ça? Le président.
témoin veut y répondre. Le témoin, effectivement, c'est exact. Et pour être extrêmement précis sur ce point, le reste du temps, vos instructions, vous les avez prises directement des responsables des hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé. C'est bien ça. Il s'agissait de lettres me désignant pour travailler à l'hôpital sous la supervision du comité d'hôpital composé d'un président et de 2 présidents adjoints. Je vous remercie de ces précisions pour les lettres, mais ma question était de savoir si vous pouviez en fait me confirmer à la Chambre qu'en dehors de ces 2 courriers parlant de vos affectations, le reste du temps, vous preniez vos instructions des personnes responsables des hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé. Est-ce que j'ai bien compris ? En général, sur le plan technique, je recevais mes ordres du directeur et du directeur adjoint, respectivement. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant passer à un autre point, qui est la réunion de mai 75 que vous avez évoquée avec monsieur le coprocureur international, qui s'est déroulée, et je vous prie d'abord par avance d'excuser mon accent, à la pagode de Kedang Nye. Alors, pour être plus clair, je vais épeler K-D-A-I-N-G, plus loin N-G-E-A. C'était une réunion au cours de laquelle vous avez évoqué le discours de Mitsu. Je voudrais revenir sur 2 points évoqués plus précisément dans votre ouvrage, document D313/1.8. Et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais que l'on puisse afficher les pages ERN en Khmer 00678778 et en anglais, la référence c'est 00369696. Est-ce que nous pouvons afficher ce passage et est-ce que, monsieur le témoin, vous avez le document à disposition et vous pouvez vous référer à la page? Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aider le témoin à retrouver la page pertinente citée par la défense. Un problème technique du côté de mon équipe, mais nous sommes en train de le régler, Monsieur le Président. Excusez-nous pour ce retard. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez l'ouvrage avec vous? Est-ce que vous avez pu retrouver la page en question? Je vois que vous hochez de la tête. Donc, je voudrais d'abord vous citer en anglais, puisqu'il n'y a pas de version française à disposition. Et là, à nouveau, je vais demander aux interprètes la plus grande indulgence pour mon mauvais accent. Et je vais commencer ma citation. Je rappelle le RN en anglais.
00 369 696. The speaker was L'orateur était Kekpen, alias Mitsu, chef de la région 4, que nous avions vu durant les premiers jours dans la ville de Battambang. Comme n'importe quel autre cadre Khmer Rouge, Mitsu n'a pas cité son nom ni ses fonctions à l'intention du public. Ma première question, monsieur le témoin, est comment avez-vous su le poste que Mitsu occupait et à quel moment l'avez-vous su? ខ្ញុំមិនដឹងថាមិត្តស៊ូ Je ne sais pas si le camarade Sou a été nommé président du secteur 4, mais quand les Khmer Rouges sont arrivés, le 2, le camarade Sou est le seul à s'être manifesté et à parler aux gens. Je ne sais pas qui l'avait nommé, ni à quel moment, mais j'ai entendu d'autres dire qu'il occupait les fonctions de président du secteur 4. À l'époque, la notion de secteur était nouvelle pour les gens. C'était une invention pour désigner les lieux. Auparavant, on parlait d'un village, d'une commune, d'un district ou d'une province. Mais la notion de secteur, c'était quelque chose de nouveau. C'était un code utilisé pour désigner tel ou tel emplacement géographique. Je comprends de votre réponse, monsieur le témoin, que ce sont d'autres personnes qui ont évoqué avec vous le poste de Mitsu. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quelles sont ces personnes qui vous ont donné cette information? Cela a été répété par les gens. Les gens parlaient de lui en disant qu'il était président du secteur 4. J'ai bien compris, monsieur le témoin, ce que je voudrais savoir, c'est si vous pouvez nous donner le nom des personnes, enfin pas de toutes, mais au moins de quelques-unes, qui vous ont parlé de ce poste. Je ne m'en souviens pas, je ne sais pas. Dans cet extrait que je vous ai lu, vous avez indiqué que, comme tous les autres Khmer rouges, Mitsu ne s'était pas présenté par son nom ni par sa position. Est-ce que vous avez su pourquoi, selon votre expérience, puisque c'est ce dont vous avez fait état, les cadres Khmer rouges ne donnaient pas leur nom ni leur poste en public? Si vous ne le savez pas, il n'y a pas de souci, mais si vous le savez, merci de nous indiquer. De manière générale, j'ai constaté qu'au Réunion, les cadres Khmer rouges ne se présentaient jamais par leur nom, ni par leur fonction. Je pense qu'il s'agissait là d'une pratique, d'une culture de cette organisation.
Donc c'est votre conclusion, mais en fait, vous ne savez pas, vous n'avez pas eu de réponse particulière. C'est bien ce que je dois comprendre de votre réponse. C'est ce que j'ai observé en voyant la pratique suivie à l'époque. Les cadres Khmer rouges ne se présentaient pas par leur nom, ils ne disaient pas non plus quel poste ils occupaient. Je pense donc que c'était un aspect de la culture de ce groupe. Je voudrais passer maintenant à un autre point, toujours au sujet de cette réunion de mai 75. Et je voudrais à nouveau citer un extrait de votre ouvrage, toujours à la même page. Donc vous évoquez le détail du discours de Mitsu, les différents slogans qui ont été dits ce jour-là. Et vous dites, là je préviens les interprètes que je vais à nouveau citer en anglais. Donc après la liste des slogans de ce jour-là, vous dites « It was noticed that Mitsu did not mention... » On a constaté que Mitsu n'a pas dit un mot sur Norodom Sihanouk, Kyosampan, Huyun ou Hunim. Ma question est donc la suivante. Quand vous dites « On a remarqué » que l'on ne mentionnait pas Sihanouk, Kyosampan, Huyun ou Hunim, de qui parlez-vous dans le « on a remarqué » et qu'est-ce qu'il s'est dit exactement ce jour-là, si vous vous en souvenez? Toutes mes excuses. Pourriez-vous répéter la question? Pas de problème. Je viens de vous citer un passage de votre ouvrage dans lequel vous avez indiqué que l'on n'avait pas, qu'il a été remarqué que l'on n'avait pas mentionné Mitsu, que l'on n'avait pas mentionné Norodom Sihanouk, Kyosampan, Huyun ou Hunim. Et ma question est de savoir, quand vous dites « il a été remarqué », c'est qui a remarqué et qu'est-ce qui a été dit à ce propos ce jour-là? Je ne retrouve pas les termes que vous avez cités. C'est normal parce que je cite d'abord l'anglais. Enfin, Le président, témoin, veuillez attendre que le micro soit allumé. Dans cette partie, on parle du public qui écoutait le camarade Su. J'ai dit « nous » en khmer parce que j'en faisais partie. plus précisément, vous avez remarqué, donc le public a remarqué que l'on n'a rien dit de Norodom Sihanouk, Kyosampan, Huyun et Hunim. Et ma question est de savoir comment s'est manifesté cet étonnement de ne pas avoir entendu ces noms et qu'est-ce que vous vous êtes dit au sein du public ce jour-là.
អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់នេះគឺថាមិនដែលមិនលឺមិត្តស៊ូនិយាយពីអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកទាំងប្រមាណដែរ Le public n'a pas entendu le camarade Sou décrire les dirigeants tels que vous les avez cités. En réalité, à l'époque, nous n'osions poser aucune question, nous n'osions même pas discuter de leur identité ni de ce qu'ils faisaient. Donc si je comprends bien dans ce paragraphe, quand vous dites « nous avons remarqué », vous parlez simplement de vous, il n'y a que vous qui avez remarqué ce point, ou vous avez pu échanger sur le sujet avec d'autres membres du public. ពាក្យយើងនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំនេះគឺចង់សម្ដៅទៅអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើង J'ai employé le mot pluriel nous. Nous ici, c'est le public. Ce que nous avons remarqué, c'est que Sou n'a pas dit un mot sur Samdek. Nous y étions ensemble. J'ai bien compris, je pense que ma question ne doit pas être claire, je vais essayer de préciser. Si vous avez remarqué, vous, monsieur le témoin, et que d'autres personnes l'ont remarqué aussi, est-ce que vous avez échangé avec les autres personnes pour parler du fait que ces noms n'ont pas été mentionnés? C'est ma question, pour savoir si d'autres personnes vous ont fait la réflexion. D'après moi, eux aussi ont remarqué cela. Nous ne nous sommes pas interrogés les uns les autres, nous n'avons pas posé de questions, nous nous interrogions, mais nous devions garder cela pour nous. Je vous remercie, monsieur le témoin, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et pour ma part, j'en ai terminé de mon interrogatoire. Monsieur le Président, je vous remercie. Maître Koumsomol. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon après-midi, monsieur le témoin. Je suis l'avocat cambodgien de monsieur Kyo Sampan. J'ai encore quelques questions à vous poser. Mes confrères vous ont déjà interrogé. À mon tour, j'aimerais aborder un point qui concerne le journal L'Observateur. Quelle était la ligne de ce journal? Était-il favorable au socialisme? Était-il favorable au gouvernement? Quelle était sa ligne générale? Réponse. De manière générale, pour moi, l'Observateur était une publication de gauche. Ce n'était pas la gauche radicale. Ce journal contenait des articles portant surtout sur des questions sociales. Question. Qu'entendez-vous par un journal de gauche? Qu'est-ce que cela voulait dire à l'époque? Réponse. Quand je dis de gauche, eh bien, si l'on parle de la droite, on parle des libéraux, mais pour ceux de gauche, ils étaient favorables au bloc communiste.
La défense. Sur quoi vous fondiez-vous pour dire qu'il s'agissait d'un journal marqué à gauche? Réponse. Il y avait là certains articles qui décrivaient l'orientation de ce journal. Et c'était différent de l'orientation des autres journaux. Je ne me souviens pas du contenu des articles publiés dans ce journal, cependant. Question. Plus précisément, quels facteurs vous ont permis de considérer que l'Observateur était un journal de gauche? អ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាកាសែតនេះជាកាសែតឆ្វេងនិយមគឺ Réponse. Les facteurs qui m'ont conduit à porter ce jugement étaient les suivants. L'Observateur n'était pas favorable à l'injustice sociale. Au contraire, ces articles préconisaient la justice sociale. Question. Qu'entendez-vous par là? Voulez-vous dire que ce journal était favorable à la justice sociale ou à l'injustice sociale? កាសែត L'Observateur នេះគឺមិន Réponse. L'Observateur ne fermait pas les yeux sur l'injustice sociale. Il en parlait. Question. Avez-vous d'autres commentaires sur l'Observateur? មានតែយោបល់ That is all for me in relation to this. Réponse. J'en ai terminé. À propos de ce journal, cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas bien de tout. Now, in relation to your acquaintance, La défense. Vous venez de dire que vous connaissiez que Sampan de vue, mais que vous ne lui avez jamais personnellement. Quelle impression vous a-t-il faite à l'époque où il était rédacteur en chef et directeur de l'Observateur, ainsi que comme ministre à l'époque? Réponse. at the time I was a youth, À l'époque, I had a lot of j'étais jeune. and a great deal of respect J'éprouvais beaucoup d'admiration et de respect pour M. Kyosampan. because I was of the view that he was J'étais d'avis acting like an ordinary qu'il agissait comme une personne ordinaire. Il roulait à mobilette comme quelqu'un de normal et c'était quelqu'un qui était propre. Il n'était pas corrompu. Et c'est ce que j'ai su de lui depuis le jour où il a disparu. Maître Kangsamon, merci monsieur le témoin. Savez-vous pourquoi il a disparu? Réponse. Je ne sais pas. ចុះលោកបានដឹងដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកខៀវសំផននឹងដោយរបៀបណាដែរ Question. Comment avez-vous appris la disparition de Kyosampan? At that time, not only Mr. Kyosampan
Réponse. À l'époque, ce n'était pas simplement Khieu Samphan qui avait disparu. Huyun et Hunim, les trois, ont disparu. Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'ils avaient disparu. Personne ne savait quand, à quelle date. Mais on ne les voyait plus. Question. Et quand avez-vous appris que Khieu Samphan avait réapparu? Réponse. Je l'ai su après que Norodom Sihanouk a été renversé. Et que Khieu Samphan n'avait pas été emmené, mais qu'en fait, il avait pris le maquis. Question. Saviez-vous pourquoi Khieu Samphan avait pris le maquis? នោះខ្ញុំនៅបាត់ដំបង La réponse. Je ne savais pas. À l'époque, j'étais dans la province de Battambang. Question. J'ai une autre question. À propos de Purissara, vous vous êtes rencontré dans un hôpital après 75. នៅក្នុងអត្ថបទសៀវភៅរបស់លោកត្រង់ Dans votre livre, le RN en Khmer 0067878824, en anglais 00369729. À la page 78 de votre livre, en fait. Un peu plus au bas. Et ça passe à la page 79. Donc, le prince Purissara m'a dit qu'il n'était pas contre la révolution, mais qu'il était contre l'exécution du peuple. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir obtenu l'asile en Thaïlande. Et qu'en tant que ministre de la Culture, il y avait une conférence à Bangkok à laquelle il n'avait pas pu participer. លោកជួយឆ្លើយថាតើទ្រង់ភូរិសរានេះជានរណាដែរ Pouvez-vous confirmer qui était Purissara? Pouvez-vous brièvement nous dire qui cette personne était? Réponse. Purissara a été ministre à plusieurs reprises à l'époque du régime du prince Norodom Sihanouk. Un mois après le Nouvel An Khmer en 1976, à l'époque je travaillais
dans la ferme, je faisais pousser des légumes. J'ai vu une Peugeot qui emmenait des gens. Quand la porte de la voiture a été ouverte, j'ai vu 3 personnes entrer dans l'hôpital. Plus tard, on a vu le chauffeur quitter l'endroit et c'était le président adjoint de secteur et il m'a demandé 3 et il m'a demandé de soigner quelques patients. Donc après m'être lavé les mains et les jambes, je suis allé voir le patient. Je n'avais pas remarqué que c'était pour Issara. J'étais très surpris. Je lui ai rendu hommage. J'ai rendu hommage au prince. Et je lui ai dit que j'étais le camarade Meun. Ou plutôt, oui, je lui ai dit que j'étais le camarade Meun et que j'étais affecté, enfin que je devais traiter les patients à Battambang. គេថាប្រកាច់ម្ដងមិនដឹងខ្លួនបាទ Donc le prince Pourissara avait un problème médical. Il avait des tremblements. Question. Vous avez dit que Pourissara était ministre de la Culture. Mais c'était un titre honorifique. Il n'avait pas de pouvoir. Pourquoi, selon vous, Pourissara était-il un ministre symbolique de la culture plutôt que l'actuel ministre ou un véritable ministre à l'époque? Réponse. Le cabinet, enfin le conseil des ministres Khmer Rouge ils étaient des ministres nominatifs, mais n'avaient pas de pouvoir. Par exemple, Chun Prasad était ministre de la Santé, mais n'avait pas de réelle fonction. Pourissara, lui, était ministre de la Culture. និយាយថាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មានតែឈ្មោះហើយគាត់បាននិយាយ Il était un ministre, mais même à l'époque, le ministre de la Justice, enfin, il y avait aussi le ministre de la Justice, mais sous les Khmer Rouges, il n'y avait pas de justice. Il n'y avait donc pas besoin d'avoir un ministre de la Justice. អ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់កន្លងមកអំពីគោលការណ៍ Question. Il y avait une politique du secret chez les cadres du Kampuchea démocratique et j'aimerais obtenir quelques précisions de votre part. Pourquoi Pourissara vous a-t-il dit qu'il était déçu de ne pas avoir pu obtenir l'asile en Thaïlande? Réponse. Les ministres du Kampuchea démocratique n'aimaient pas tous Pol Pot. Et Pourissara n'était pas différent. Il était franc avec moi. Il m'a parlé de ce qu'il avait sur le cœur. Et puis, Pourissara a été envoyé par le secrétaire adjoint du secteur pour que je le soigne. Personne ne pouvait m'aider à soigner Pourissara. Il y avait simplement le cuisinier. Et d'ailleurs, la nourriture qu'on lui a donnée était particulière. Il y avait du poisson,
de la bonne nourriture. Et puis il y avait des cuillères, mais pas de fourchette. Purisara était accompagné de son épouse et de son petit-fils. Maître Kongsaman. Merci. J'aimerais obtenir d'autres précisions. Purisara vous a-t-il parlé de son portefeuille en tant que ministre de la Justice? Réponse. Quand il a été hospitalisé pendant ce mois, pendant le mois complet, je ne l'ai même jamais vu sourire. Il était très triste. On le voyait dans son visage tous les matins. Je le voyais avec côté d'un poste de la radio, il écoutait la BBC. Il tenait sur le poste de radio, il n'avait pas du tout peur de l'écouter tous les matins. Question. អំណាចដែលទទួលយកឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែរទេ Purisara vous a-t-il dit pourquoi il avait accepté d'occuper le poste, même s'il n'y avait pas de réel pouvoir? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé pour répondre. Le témoin. Non, il ne m'a pas expliqué pourquoi on lui avait confié ce portefeuille. Et il m'a posé des questions. Il m'a demandé pourquoi j'avais choisi de travailler dans cet hôpital. Je lui ai répondu, je n'avais rien choisi. On m'avait envoyé. Le président. Maître, pouvez-vous indiquer à la Chambre combien de temps vous avez besoin pour votre interrogatoire? S'il vous reste encore quelques questions, sans doute. Pourriez-vous les poser aux témoins la prochaine fois? Maître Kongsaman. Monsieur le Président, je n'ai qu'une ou deux questions à poser. Le Président. Allez-y. Maître Kongsaman, merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous aviez écouté à la radio, que vous avez entendu Monsieur Khieu Samphan lire le texte de la Constitution à la radio. Vous avez aussi entendu le prince Norodom Sihanouk faire une déclaration ou prononcer un discours. Pouvez-vous dire à la Chambre si c'était la version finale de la Constitution ou était-ce simplement un projet? ពីម្សិលមិញដែរថាមុនដំបូងគឺសម្ដេចនិយាយ Réponse. J'ai dit hier, j'ai insisté d'ailleurs sur ce fait que le prince Norodom Sihanouk a fait une déclaration en khmer expliquant le fait qu'il avait démissionné, puis il l'a dit en français. Par la suite, j'ai entendu que Khieu Samphan avait été nommé président du présidium de l'État. Puis, il a lu quelques 20 articles, ou plutôt il a lu la Constitution qui était composée d'une vingtaine d'articles. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'une version de projet, une ébauche, parce que si c'était une ébauche, eh bien on n'aurait pas lu à la radio. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre, quand avez-vous entendu cela? Le Président. Monsieur le témoin, attendez que votre micro soit allumé. Réponse. Sauf erreur de ma part, c'était après le Nouvel An Khmer 1976. Maître Kongsaman, merci. Et avez-vous aussi entendu dans cette émission de radio comment la Constitution avait été préparée ou rédigée? C'était le fruit de quel processus?
Réponse. J'ai déjà dit. Hier, Maître Kongsamon, veuillez simplement répondre à ma question. Nous allons manquer de temps. Je suis désolé de vous couper la parole. Réponse. Tout le personnel médical, y compris moi-même, avons été convoqués pour venir écouter cette émission de radio. Maître Kongsamon, non mais ma question était la suivante. Savez-vous comment cette constitution a été préparée, ou enfin élaborée? Avez-vous entendu dans cette émission de radio comment on en était arrivé à une constitution? Réponse. Non. Question. Est-il juste de dire que vous ne saviez pas qui a préparé cette constitution? Réponse. Non. Je n'en sais rien. C'était des questions beaucoup trop complexes pour un citoyen ordinaire comme moi. Maître Kongsamon, merci, monsieur le témoin, monsieur le président. Je n'ai plus d'autres questions et je vous suis reconnaissant de la parole qui m'avait été accordée. Le président, la défense de Ieng Sary, pouvez-vous indiquer de combien de temps vous aurez besoin pour votre interrogatoire du témoin? Maître Carnavas, bonsoir, monsieur le président, mesdames, messieurs les juges, bonjour à tous. Cette personne va devoir revenir. J'imagine avoir au moins 1 heure, peut-être un peu moins. Enfin, 1 heure de questions à poser. Si j'ai le temps de passer en revue son témoignage, je pense pour être assez efficace dans mon interrogatoire. Beaucoup plus que si je le faisais maintenant. Merci. Le président. Merci. Merci, monsieur le témoin. Voilà qui met fin à votre témoignage pour aujourd'hui. Nous devons vous demander de revenir mardi. Pour la fin de votre déposition. Après quoi, la Chambre entendra TCW 307. Docteur Hunchuni, votre comparution n'est pas terminée devant cette Chambre. Et nous souhaitons vous rappeler mardi matin à 9h. Huissier de séance, veuillez faire le nécessaire pour que le docteur puisse retourner chez lui et qu'il soit de retour au prétoire avant mardi matin à 9h. Garde de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener au prétoire mardi, le 11 décembre, avant 9h. Ieng Sary sera conduit à la cellule de détention temporaire où les services audiovisuels auront été préparés. L'audience est levée.